Merci, bonjour à tous pour ce webinaire sur le remplissage de la grille d'activité. Je laisse Madame Quintard introduire ce temps d'échange. Oui, bonjour à tous. Donc Solène Quintard, moi je suis chargée de mission à l'Agence régionale de santé et référente sur la thématique éducation thérapeutique du patient. Donc je travaille notamment avec le pôle régional en ETP, donc la coordination régionale et les coordinations départementales, donc qui sont là aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être présent. Et puis merci à tous les participants, donc ceux qui ont pu se rendre disponibles aujourd'hui, et puis ceux qui pourront assister au replay. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, effectivement, tous les ans, on demande à chaque porteur de programme, à chaque coordinateur de remplir une grille d'évaluation annuelle, hein. Ça fait partie du cahier des charges réglementaires des programmes d'ETP. Jusqu'ici, on a utilisé un formulaire sur feuille Excel. Donc qui a quand même permis quand même voilà, d'avoir un cadre, une trame qui a fonctionné. Maintenant, nous, d'un point de vue régional, cette feuille Excel était quand même difficilement exploitable quand on voulait un peu faire ressortir de façon globale les indicateurs et pouvoir faire des analyses plus poussées. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à d'autres façons de faire et on a maintenant des outils à disposition euh, lesquels vous avez déjà pu tester si vous avez déclaré des programmes, donc notamment via l'outil démarche simplifiée qui permet en fait de faire des formulaires et après derrière nous on peut exploiter, exporter l'ensemble des données qui ont été écrites dans ces formulaires. Donc voilà, l'objectif cette année c'est de modifier la forme de ce rapport d'activité annuel, mais pas le fond. En tout cas, très peu, si possible, pour pas que ça vous donne, voilà, des travails en plus. Mais, l'idée, c'est quand même d'arriver à quelque chose d'un peu plus, simple, d'un peu plus intuitif au niveau du remplissage. En tout cas, on espère que ça va l'être. Il faudra surtout pas hésiter, à nous faire des retours sur cette nouvelle forme, de réponse pour qu'on puisse, améliorer les choses, l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je vais laisser, donc les membres du pôle, hein, vous présenter, dérouler la grille, voir comment ça se présente et répondre aux questions s'il y a besoin, je suis disponible, il y a pas de souci. Merci beaucoup Madame Quintard. Je vais reprendre la parole. Je vous propose du coup de commencer. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà, je veux bien que vous me disiez si c'est OK. L'écran est-il bien partagé? Oui, Oui, c'est c'est OK. bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, en fait, le lien que vous avez reçu par mail permet d'accéder, au site démarchesimplifiée.fr. Vous avez, plusieurs manières de pouvoir vous connecter à démarchesimplifiée.fr. Vous pouvez, créer un compte très rapidement en rentrant une adresse mail, et un mot de passe. Vous avez une validation d'adresse mail, un mail qui arrive pour valider l'adresse mail sur votre boîte mail et du coup, vous pouvez créer un compte très facilement. Moi, personnellement, je suis rentrée sur Démarche Simplifiée en utilisant mes comptes des impôts. Voilà, peu importe finalement la manière dont vous allez entrer sur le démarche simplifiée, les données sont complètement déconnectées. C'est-à-dire que là, moi, je rentre grâce à mes codes impôts.gouv, mais Madame Quintard n'aura absolument pas accès à mes données personnelles. Ça n'a pas d'importance. C'est juste une manière d'identifier, de prouver l'identification de la personne, qu'elle soit sécurisée, mais ça n'a pas c'est complètement déconnecté en fait, hein. Donc, sentez-vous libre d'utiliser ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, une fois qu'on a fait toute cette démarche de création de dossier sur démarche simplifiée, on arrive sur cette page, donc évaluation annuelle de l'activité 2024 des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et vous avez, est-ce que ce dossier est pour vous, pour un bénéficiaire? Donc ça, c'est pareil, c'est complètement déconnecté. Donc malgré que ce soit pour la structure dans laquelle vous
travailler, vous pouvez très bien mettre pour vous, ça n'a pas d'importance. Alors, on vous demande, votre identité, hein, pour savoir, la personne qui, remplit, le questionnaire. Donc, votre nom, votre prénom, hein, bien sûr, pour pouvoir, l'identifier. Vous arrivez sur une deuxième page où là, vous avez la possibilité éventuellement d'inviter une personne à modifier le dossier, et donc du coup de pouvoir rentrer, une adresse mail de personne à qui vous metteriez un petit mot en lui disant, voilà, je suis en train de faire la grille d'activité. Est-ce que tu veux la compléter avec moi? Est-ce que tu veux la vérifier? Voilà. Donc ça, c'est également possible à cet endroit-là. Donc sur l'ensemble des champs, vous allez avoir ou non des petites étoiles qui vont dire que bien sûr, l'item, il est obligatoire pour pouvoir passer à l'item suivant. Euh, donc il y a des items qui le sont et des items qui ne le sont pas. Donc, on commence par l'identification du programme et on va, au début, déjà, noter le département de déclaration du programme. Et donc, on va avoir des programmes qui vont être, dans un département, mais on peut également avoir des programmes qui vont être régionaux et dans ce cas-là, ou qui vont concerner, plusieurs départements. Donc ça, sentez-vous libre de mettre les départements, de déclaration, du programme. Euh, donc là, je vais considérer que c'est un programme qui est déposé en Eure-et-Loir. Sur la structure porteuse du programme, là, on va venir noter le nom de la structure porteuse. Donc, je vais noter une structure qui existait auparavant, hein, le réseau santé nutrition diabète 41, voilà comme exemple, le numéro ciré de cette structure-là, la nature de la structure. Donc là, vous avez une liste déroulante qui vous permet en fait d'avoir un certain nombre de, de nature de structure et qui vous permet de pouvoir choisir la structure la nature de la structure qui convient le mieux. Donc là, en l'occurrence, on est sur une association. Vous avez aussi la possibilité d'entrer une autre option et du coup de pouvoir saisir l'option qui vous convient le mieux. En arrière et je vais mettre association. L'intitulé du programme est à noter ensuite dans cet onglet-là. Programme ETP test. Puis, vous allez avoir la date de la dernière autorisation ou de la déclaration du programme. Donc ça que vous retrouverez hein, sur votre document qui vous a été notifié par l'ARS. Vous allez retrouver l'ensemble des dates et c'est important de bien noter les dates en question. La question suivante, c'est est-ce que le programme concerne plusieurs pathologies ou une seule? Donc ça permet en fait, quand il ne concerne pas plusieurs pathologies, de venir noter l'ALD à laquelle le programme fait référence ou quand il concerne plusieurs pathologies, de pouvoir rentrer l'ensemble des pathologies à la suite. J'ai vu qu'il y avait une petite question qui demandait est-ce qu'on pouvait avoir l'ensemble reprendre l'ensemble des questions afin de préparer les données à saisir. Oui, alors effectivement, je ne vous l'ai pas montré. Excusez-moi, je reprends. Vous avez en bas de la page télécharger le formulaire PDF. Et donc, quand on a le téléchargement de la page PDF, vous allez avoir ce document qui va se télécharger, où vous allez avoir l'ensemble des données qui sont notées, ce qui vous permet du coup de télécharger, de pouvoir travailler avec l'équipe sur la grille d'activité et de pouvoir faire compléter en fait le dossier tranquillement a posteriori. Donc voilà, vous avez 16 pages, mais bien évidemment, tout n'est pas
voilà, on n'est pas forcément concerné par l'ensemble des points. Donc voilà, c'est en bas de la page, télécharger le formulaire PDF. J'espère que je ne vais pas, trop vite, dans mes explications. Je retourne tout en haut, excusez-moi. On était à la partie, excusez-moi, pathologie, ALD concernée. Donc vous avez la possibilité de mettre une ou plusieurs pathologies, de pouvoir retrouver les ALD qui correspondent à ces pathologies. Pour les programmes qui ne correspondent pas à une ALD, vous avez la possibilité de, noter, de préciser, la pathologie à laquelle, correspond le programme ETP en particulier. Je passe au point suivant qui est, le public cible, qui sont les, patients ciblés par le programme. Là, c'est pareil, on va pouvoir, sélectionner, une ou plusieurs réponses. Est-ce que nous parlons d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes ou que d'adultes? Là, voilà, c'est plutôt, assez facile. Concernant le public spécifique, on a toujours ce même questionnement qu'on avait déjà dans la grille d'activité Excel, hein. Est-ce que ce sont un public de femmes enceintes, de curistes, de personnes, incarcérées, voilà, de personnes particulières? Et donc là, ne pas hésiter à noter. Question suivante, c'est l'entourage. Est-ce qu'il peut être concerné par le programme? Oui, non. Donc, s'il l'est, est-ce que c'est l'entourage, et les aidants, mineurs? Est-ce que ce sont plutôt les majeurs? Est-ce que ce sont les 2? Voilà, donc ça, c'est aussi un item qui nous intéresse, heu, quand on analyse les grilles d'activité. Le point suivant, c'est le coportage par plusieurs équipes. De plus en plus, nous avons des programmes, ETP qui, sont portés par plusieurs équipes. Et donc, la mise en œuvre du programme est faite par des équipes, distinctes. Donc si c'est le cas, on vous invite à répondre «oui» et à préciser, le ou les noms des coporteurs, sachant qu'il ne peut y avoir qu'une, on va dire, une structure principale qui déclare le programme et qui du coup fait, la grille d'activité tous les ans, mais du coup, les autres équipes là sont complétées à cet endroit-là. Quel est le territoire de mise en œuvre du programme? Heu, donc, au tout début de la grille d'activité, on avait noté, plutôt dans quel département était déclaré le programme ou dans quelle région, voilà, voilà. Là, on est plutôt sur comment il est, où est-ce qu'on intervient? Où est-ce que le programme est mis en œuvre? Est-ce que il est mis en œuvre d'une manière régionale ou est-ce qu'il est mis en œuvre sur plusieurs départements, ou sur un seul? Voilà, arbitrairement, hein, j'ai mis 2 départements. Ensuite, on vous pose la question du multisite, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, si je prends un programme qui est mis en œuvre, dans le 41, est-ce qu'il y a plusieurs sites? Est-ce qu'il y a des activités éducatives à Blois, à Vendôme, à Romorantin ou est-ce que c'est un seul site? En dehors du domicile, bien évidemment, parce que le domicile, on se doute bien que c'est du multisite. Mais si on est sur plusieurs sites et ben là, on peut imaginer que, voilà, on va être sur, et Vendôme, et Romorantin, et Salbris, voilà, par exemple. Hem, la mise en œuvre correspond à oui, exactement, au site de réalisation du programme. Non, pas au département de provenance des participants, au site de réalisation du programme. Exactement. On a des programmes où on va avoir des personnes, qui vont provenir même, d'autres régions. Donc on n'est pas sur, la provenance des participants, mais plutôt sur, l'endroit où est mis en œuvre le programme. On passe à la partie équipe, et à la partie coordonnateur du programme. L'échelon CPTS n'est pas intégrable. Je veux bien que vous précisiez votre question.
Et je reviendrai dessus. Je pense que l'idée, c'est qu'on ne oui, peut pas dire directement que c'est sur le territoire d'un CPTS. Dans ce cas-là, le mieux, plutôt que d'écrire toutes les villes concernées, c'est écrire sur le territoire de la CPTS, CPTS c'est ça. untel Oui, oui. dans les commentaires. Mmh. On pourrait très bien noter, CPTS, je j'ai pas de nom de CPTS en tête, mais voilà, X ou Y. Le coordonnateur du programme, donc là, c'est les coordonnées toutes simples, hein, à noter, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, les personnes à contacter qui des fois sont différentes du coordonnateur, qui sont des personnes qui sont actives dans le le dossier ou dans le programme ETP, donc ne pas hésiter à noter cette personne à contacter, qui sera, des fois plus réactive ou qui est la personne, qui s'occupe de l'aspect administratif, ne pas hésiter. Puis, la catégorie professionnelle du coordonnateur, donc profession médicale, paramédicale, une autre profession, un patient ressource. Prenons l'exemple d'une profession médicale où là, vous allez avoir, différentes possibilités, et vous allez choisir la possibilité l'option qui convient. Est-ce que le coordonnateur, il a reçu une formation requise, pour, coordonner, le programme? Donc, imaginons qu'il ait cette formation. C'est une formation, pour rappel, qui est des 40 heures ETP obligatoires et une formation de coordination ETP spécifique, une formation spécifique à la coordination. Si la personne, le coordonnateur a, la formation, on va pouvoir rentrer, est-ce qu'il a cette formation 40 heures et cette formation complémentaire ou peut-être qu'il a un DU ou peut-être qu'il a un master. On n'a pas la possibilité d'être les 3, mais enfin ça a pas beaucoup d'importance. Mais ne pas hésiter à, juste, à noter la bonne réponse. Juste pour répondre à la question sur le numéro de portable, non, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, c'est pas forcément un numéro de portable. Numéro de structure, ça ira. Le nom de l'organisme formateur, excusez-moi, imaginons, c'est la FRAPS ou il y en a d'autres et on les liste, à la queue leu leu, si je peux me permettre. Le temps dédié à la coordination du programme en équivalent temps plein. Imaginons c'est 0,1 équivalent temps plein. Le coordinateur, est-ce qu'il participe à des ateliers? Oui ou non. Le coordonnateur, le programme, est-ce qu'il est réalisé en co-coordination? Alors, on a aussi quelques programmes qui sont réalisés en co-coordination, c'est-à-dire qu'il y a 2 coordonnateurs du programme. Ça arrive, il y a toujours un coordonnateur principal, celui, qui est noté sur l'ensemble des documents. On a trouvé intéressant d'avoir aussi les coordonnées du co-coordonnateur pour pouvoir le contacter et avoir son adresse mail et ses coordonnées. Donc voilà, la plupart d'entre vous, vous êtes pas concernés, mais ne pas hésiter à le faire si c'est le cas. On arrive sur la section intervenants du programme. Alors pour rappel, mais vous devez certainement le savoir, hein, l'ensemble des intervenants, doivent, avoir eu le minimum de 40 heures de formation en ETP. C'est la formation, obligatoire, pratiquer l'éducation thérapeutique. Donc c'est une formation qui s'impose à tous les intervenants, hein, et également, les intervenants qui ne sont pas des professionnels de santé. Hem Et donc là, c'est la partie, peut-être un petit peu fastidieuse. On va venir noter l'ensemble des intervenants, au programme ETP. Donc du coup, vous allez venir, noter, leur catégorie, professionnelle, hem, noter la profession, voilà. Noter aussi leur formation à la dispensation d'un programme ETP. Donc, le minimum, c'est les 40 heures, mais ça peut être un diplôme universitaire ou un master. Il peut y avoir dans certains cas de figure, le cas où on n'a pas de formation 40 heures, où cette formation, elle est prévue et on intègre quand même le professionnel dans le programme parce que la formation est prévue, dans
dans les mois qui arrivent, on sait que les équipes, bougent, qu'il y a du turnover et donc ça explique aussi, ce il faut, voilà, ça explique également, que, ce soit nécessaire, des fois un laps de temps de quelques semaines avant que la personne soit formée. Excusez-moi, j'ai regardé vos commentaires en même temps, ce qui m'a un peu déstabilisée. J'ai vu, il faut que les 2 coordonnateurs soient déclarés. Oui, quand il y en a 2, parce que la plupart d'entre vous, la plupart des programmes ETP déclarés, ils n'ont pas 2 coordonnateurs. Cette option-là, elle est pour, il y a moins de 5 programmes qui sont en co-coordination. S'il y a un co-coordonnateur, le déclarer, s'il y en a pas, on ne déclare pas, bien sûr. Nous, c'est simplement par souci de communication. C'est-à-dire que, parfois, il y a un co-coordonnateur, il y a souvent des pour être, complètement honnête, il y a souvent des co-coordonnateurs quand le coordonnateur du programme, a une profession qui ne lui permet pas d'être le coordonnateur principal. Par exemple, si on prend les assistants, sociaux, et les par exemple, les EAPA, les ECAPA, les enseignants en activité physique adaptée, ils ne sont pas professionnels de santé et donc ils ne peuvent pas être coordonnateurs du programme. Une des solutions, parce qu'il y a des assistants sociaux, par exemple, qui ont des masters en ETP, des DU en ETP et qui ont les compétences pour coordonner le programme, l'envie, etc. Donc, co-coordonnent le programme avec un professionnel qui, lui, a la fonction qui lui permet de rentrer dans la coordination. Et souvent, c'est pour ça qu'on a un co-coordonnateur. Donc, quand c'est le cas et qu'on doit communiquer avec les deux, n'hésitez pas à mettre les deux coordonnées. Je ne sais pas si j'ai été bien claire. Comment fait-on pour les intervenants formés à l'ETP dans leur diplôme initial, enseignant APA, diplômé STAPS, IPA? Alors, les enseignants, les professionnels qui, ont, la formation ETP dans leur, formation initiale ont pour la plupart une attestation, qui, leur, prouve qu'ils ont les 40 heures ETP. Donc, soit ils ont une attestation, soit ils nous permettent d'avoir, le excusez-moi, le programme de leur formation où il y a bien de notifier les 40 heures ETP. Donc ça, c'est quelque chose de très clair et là, vous pouvez cliquer sur formation aux 40 heures parce qu'ils ont une formation 40 heures en formation initiale. Donc ça correspond bien à la formation 40 heures, hein. Bien sûr, c'est en formation initiale, mais ça correspond bien. Heu Alors, il y a une question, madame Quintard sur, il n'y a pas de case de pièces jointes, il n'y a pas de excusez-moi. On peut pour mettre les attestations de formation ETP et de coordination. Oui, en effet. En fait, maintenant, alors ces documents-là ne sont comment dire? On n'est pas obligé de les récupérer. C'est-à-dire que quand un programme est déclaré, le coordinateur déclare sur l'honneur que tout le monde est en règle, on va dire, au niveau de la formation. Et par contre, le coordinateur est obligé, lui, de garder ses pièces, ses attestations de formation et cetera. Mais ça fait pas partie du dossier que de les fournir à l'ARS. Par contre, si l'ARS les demande, il faut les avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a pas forcément de case spécifique pour les mettre absolument. Maintenant, on peut le prévoir si vous souhaitez les joindre, on peut quand même prévoir, une case où vous pouvez mettre les pièces jointes, de façon libre, on va dire, sans que ce soit obligatoire, mais de façon libre, dans le formulaire. Oui, je peux peut-être voir comment rajouter éventuellement, un module là-dessus, enfin, un champ là-dessus. Merci. Donc une fois qu'on a parlé de la formation, donc de l'organisme de formation, du temps dédié à la dispense du programme en équivalent temps plein ou du temps dédié à la dispense du programme en heures sur l'année. Donc c'est au choix bien évidemment parce qu'on va avoir, dans des équipes des personnes qui vont avoir, je ne sais pas, un 0,2 équivalent temps plein sur, le TP et d'autres où ça va être 5 heures, dans l'année parce qu'il y a très peu de séances éducatives, qui concernent cette thématique-là. Donc c'est pour ça qu'il y a les 2 champs et vous choisissez le champ qui vous convient le mieux de ce cas de figure. Ensuite, vous allez, cliquer sur «Ajouter un élément pour intervenant» pour ajouter le deuxième intervenant.
et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fini l'ensemble des intervenants, vous remplissez de la même manière. Voilà sur la partie intervenant. Sur la partie activité, alors on va parler de l'activité ETP, du programme ETP en question. Et là, on va parler de la coordination interne entre les programmes. Donc là, c'est vraiment que quand il y a plusieurs programmes ETP au sein de la même structure et que il y a, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a une coordination entre les programmes de cette structure-là. Si oui, est-ce qu'il y a une profession, un professionnel dédié à cette coordination? Est-ce qu'il y a un, voilà, 0,2 équivalent temps plein de coordonnateurs ETP au sein de voilà, cet établissement? Est-ce qu'il y a du personnel dédié? Est-ce qu'il y a des compétences qui sont mutualisées? Voilà. Comment un peu vous pouvez faire un petit retour de, voilà, s'il y a des éléments que vous souhaitez partager avec nous? Donc, voilà, il peut y avoir un coordonnateur ETP au sein de la structure qui fait ça pour 0,2 équivalent temps plein. Est-ce qu'il y a des relations avec d'autres structures du département qui mettent en œuvre l'ETP? Si oui, lesquelles? Donc, est-ce qu'on envoie vers euh, une clinique? Est-ce que vers une association? Laquelle? Voilà, et comment ça se passe? Est-ce que c'est suite au programme ETP qu'on oriente vers, et cetera? Voilà ce qui nous intéresse à cet endroit-là. Modalités, alors quelles sont les modalités de réalisation du programme? Là, on va parler de bilans éducatifs partagés qui vont être réalisés dans l'année. Je me permettrai de reprendre vos questions peut-être à la fin pour parler de manière de prendre le temps en fait de les détailler. N'hésitez pas à écrire vos questions, on les reprendra à la fin. Le bilan éducatif partagé, le BEP, qu'on appelait avant le diagnostic éducatif, il va nous intéresser ceux qui sont réalisés dans l'année, hein, donc entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. On vous pose la question de savoir quel est le nombre total de BEP initiaux. Donc, les BEP qui sont mis en place pour les personnes qui n'ont jamais bénéficié d'un programme ETP au cours de leur maladie, nombre de nouvelles personnes. Donc, là, on va venir comptabiliser le nombre de nouveaux BEP dans l'année, dont le nombre qui va être réalisé en externe. Alors, imaginons qu'on soit une structure hospitalière, on pourrait imaginer qu'on en a 50 qui sont réalisés en externe, en ambulatoire, donc, et 50 qui sont, 25 qui sont réalisés en hospitalisation de jour et 25 qui sont réalisés en hospitalisation complète. Donc là, c'est vraiment un point important aussi, parce qu'il y a aussi des éléments de financement autour des BEP initiaux qui sont réalisés en externe ou en ambulatoire. Quelles sont les modalités de réalisation de ces BEP? Est-ce qu'ils sont faits en présentiel? Est-ce qu'ils sont faits en téléphone ou en visio? Est-ce qu'ils sont faits au domicile? C'est un élément aussi important. Et ça peut être les trois, hein, quand il y a de l'adaptabilité du programme et qu'il y a la possibilité d'avoir ces trois modalités de réalisation. Ensuite vient la question du nombre de BEP je reviendrai sur les questions. Sur le nombre de BEP de suivi régulier et de renforcement, c'est aussi une question qui est intéressante, hein. Vous le savez, en ce qui concerne les BEP, on va avoir les BEP initiaux
qui suivent le diagnostic de la maladie ou qui suivent une période longue suite à un diagnostic et la personne intègre un programme ETP pour la première fois, c'est ce qu'on va appeler le BEP initial. Après, vous avez des BEP de suivi régulier, c'est des personnes qui ont bénéficié d'un BEP initial et de séances éducatives et qui, au terme de leur premier programme ETP, ont des compétences à acquérir, de nouvelles compétences à acquérir et qui souhaitent continuer dans le programme ETP. Là, on appelle ça, on fait un BEP de suivi régulier et du coup, on propose un programme de suivi régulier. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les BEP de suivi approfondi. Là, c'est quand il y a des difficultés, quand le patient il va avoir soit des difficultés d'apprentissage, soit la non-atteinte des compétences choisies, soit une modification de son état de santé, des complications qui vont arriver, mais ça peut être aussi au niveau social, ça peut être voilà, aussi lorsque on passe du passage de l'enfance à l'adolescence. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les BEP de suivi approfondi, c'est en termes de temps équivalent à un BEP initial parce qu'on reprend tout à zéro. Et au niveau du programme ETP, c'est tout aussi chronophage qu'un programme ETP initial parce que ça nécessite voilà, on remet à plat l'ensemble des éléments et on reprend tout par rapport à un programme ETP de suivi régulier qui est beaucoup plus léger et moins chronophage qu'un programme ETP de suivi approfondi. Donc là, je refais bien la différence entre BEP initial, BEP de suivi régulier, BEP de suivi approfondi. Et donc, dans ces items-là, on vous demande le nombre de BEP de chacune de ces catégories. Donc, nous, on s'est noté qu'il y avait eu 100 BEP initiaux. On va imaginer qu'on a 50 BEP de suivi régulier et on va imaginer qu'on a N de BEP de suivi approfondi. Là, on vous demande le nombre qui a été réalisé en externe ou en ambulatoire. Hein. Donc, pas en hôpital de jour et pas en hospitalisation complète. D'accord? Donc, on va imaginer que les 30 ont été faits en ambulatoire. Et puis, on va vous demander le nombre de BEP finaux qui concluent le programme ETP. Et là, dans cette catégorie-là, c'est l'ensemble des patients qui ont fini leur programme ETP dans l'année. Donc, si on devait faire un petit peu à la louche, même si on en a une centaine qui ont fait leur BEP initial, 50 et 30, on va se dire que dans l'année, allez, on en a 160 qui ont fini leur programme dans l'année. Voilà. Ça, c'est un item également obligatoire, comme vous pouvez le voir. J'espère avoir été claire, sinon je reprendrai au moment des questions. Sur la troisième partie qui est les séances de TP dans l'année, sur les séances individuelles, on va s'intéresser, comme dans les grilles d'activité des années précédentes, aux séances individuelles réalisées dans l'année. Dans ces séances, on ne comptabilise pas les BEP, qu'ils soient initiaux, de suivi, finaux, peu importe, c'est vraiment les séances individuelles réalisées pour un patient seul ou accompagné au moins d'un aidant ou de 2 aidants si c'est le cas. En tout cas, c'est toutes les séances éducatives individuelles qui ont été mises en place dans l'année. Donc, je mets 50. Le nombre de séances individuelles qui a été réalisé en externe ou en ambulatoire, hein, donc en opposition à une réalisation en hospitalisation complète, qu'elle soit 2 jours ou complète. Puis on vous demande les modalités de réalisation des séances individuelles. Est-ce qu'elles étaient à distance ou est-ce qu'elles étaient en présentiel? On arrive sur les séances collectives. Le nombre de séances collectives réalisées, qui sont réalisées dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique, comme les autres années.
Euh, Petite précision. Les, précédemment, dans les grilles d'activité, je ne vais pas vous dire l'ensemble, certains porteurs de programmes comptabilisaient dans les séances collectives éducatives l'ensemble des séances mises en œuvre dans le programme. Donc, des séances éducatives sur toutes les thématiques, même l'activité physique, mais étaient également inclus des séances d'activité physique à proprement parler, donc qu'elle soit accompagnée par un enseignant à pas, ou par un éducateur sportif ou pas. Donc, par exemple, dans les séances éducatives, on avait au même niveau des ateliers, je ne sais pas, sur le stress, par exemple, avec une psychologue, etc. Et on avait au même niveau une séance de marche autour du lac en autonomie. Et donc, c'était intéressant pour nous quand on analyse les données, parce qu'on a des programmes avec 3000 séances collectives et d'autres avec 20, et donc une incohérence dans la lecture des données, de pouvoir sortir éventuellement, si c'est possible pour vous, parce que vous le voyez, ce n'est pas une donnée obligatoire, il n'y a pas de petite étoile, de pouvoir éventuellement sortir les séances d'activité physique à proprement parler. Donc, quand je dis des séances d'activité physique, c'est de pratique de l'activité physique euh, pour les patients, sachant qu'il y a des séances éducatives collectives d'activité physique. Par exemple, si je prends l'exemple d'un programme de neuro qui nous a été, dont on a parlé juste hier, on va avoir des séances sur la motivation à la reprise d'une activité physique, des séances sur la fatigabilité et l'activité physique, des séances sur douleur et activité physique. Donc, ces séances-là, qui sont des séances éducatives sur l'activité physique, ça correspond vraiment à ce qu'on appelle des séances éducatives collectives. Par contre, la séance de marche ou de natation où il n'y a pas de notion de, d'amélioration des compétences éducatives, même si je le conçois, l'activité physique apporte beaucoup, on va les noter plus bas dans le nombre de séances collectives d'activité physique adaptée réalisées. Donc, je reprends. Donc là, on va pouvoir noter le nombre de séances collectives. C'est des séances qui ont été réalisées pour au moins 2 patients, accompagnés ou non d'aidants. Et si on peut, on va extraire les activités physiques. Donc, combien sont réalisées en externe? On va considérer que l'ensemble sont réalisés en externe. Les modalités de réalisation en présentiel, le nombre moyen d'ateliers collectifs par patient comme les années précédentes. Hein. On a l'intérêt, c'est d'avoir le nombre d'ateliers par patient, savoir si c'est un atelier par patient ou si c'est 10 ateliers par patient. C'est pas tout à fait la même chose. On va mettre 5. Le nombre de séances collectives d'activité physique adaptée. Donc, on va imaginer que dans notre cas de figure, notre logiciel nous permet d'extraire ces séances collectives, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et dans ce cas-là, ben, vous les gardez au sein des séances collectives réalisées hors activité physique. Là, on va imaginer qu'on peut les extraire. On va imaginer que nous en avons 300. Et le nombre réalisé en externe, 300 également. Puis, on vous pose la question, vous voyez, ce n'est pas non plus obligatoire, le nombre moyen d'ateliers d'activité physique adaptés par patient. Voilà, sur cette partie-là. Sur la place des aidants et la participation des aidants aux séances de TP, on est intéressé de savoir si les aidants naturels ou les aidants familiaux, une petite coquille, participent aux séances éducatives. Si oui, quel a été le nombre de participations d'aidants aux ateliers ou aux séances
individuel lors du programme. Alors, la fin du programme dans l'année, quel va être le nombre de patients qui ont terminé le programme? Alors, c'est les patients qui ont suivi l'intégralité du cycle d'éducation thérapeutique qui leur avait été proposé, hein. C'est pas l'ensemble des séances éducatives qui, qui sont comprises dans votre programme ETP, parce qu'on a des programmes ETP avec 5 séances, 10 séances. C'est pas, les patients qui ont fait les 10 séances, c'est les patients qui ont fait, les séances qui leur avaient été, hem, qui avaient été négociées lors du bilan éducatif partagé, hein. Chiffre au hasard. Patients ayant réalisé leur programme d'ETP initial. Au sein de ces patients, eh ben, il y en a, c'était plutôt de l'ETP de suivi, l'ETP de suivi approfondi. Dans ce cas-là, pour l'ETP initial, ça fait combien de patients qui ont, fini leur programme ETP initial? Quelle est la durée moyenne du programme pour chaque patient? Le nombre en semaines, donc c'est du BEP initial au BEP final. On peut imaginer, moyenne, le patient, ça dépend vraiment des programmes, on peut mettre 20 semaines. Concernant les abandons, comme, les années précédentes, hein, on a forcément des personnes qui abandonnent, le programme suite au bilan éducatif partagé. Hem, Quel va être le nombre de personnes qui a abandonné? Hem, tout. Alors non, excusez-moi, là j'ai fait une erreur. On est sur le nombre de patients n'ayant pas intégré un programme suite à un bilan éducatif partagé. Donc bien évidemment, vu que le bilan éducatif partagé sert à, réfléchir si le patient entre dans le programme ou pas et vous discuter avec lui, négocier les objectifs, à acquérir, forcément, on a des patients qui, n'intègrent pas le programme suite au bilan éducatif. Donc ça, c'est le nombre qu'on vous demande. Puis là, le nombre de patients qui ont abandonné le programme en cours, heu, suite à différentes raisons. On vous demande éventuellement de voilà les principales, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, principalement, les personnes, abandonnent, au sein de votre programme, le programme. Quelle est la communication avec le médecin traitant? On vous demande si des bilans de synthèse sont envoyés au médecin traitant. Oui, non. Si oui, à quel moment? Est-ce que c'est à la fin du BEP initial? Est-ce que c'est à la fin du BEP final? Est-ce que c'est à chaque séance? Heu, Au cours de l'année, est-ce que vous avez été dans l'obligation d'annuler une ou plusieurs séances? Ça nous arrive également, hein, d'annuler des séances. Si oui, pour quelles raisons? Est-ce qu'on avait des problèmes humains, matériels, un nombre insuffisant de participants? Est-ce que c'était des aléas climatiques ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, qu'on pourrait, qu'on pourrait avoir? Voilà. Voilà sur la partie, on va dire, chiffrée. Maintenant, on arrive sur la partie plutôt pièces à joindre en cas d'éligibilité à un financement de l'ARS sur le fonds d'intervention régional. Du coup, je laisse, la parole à madame Quintard. Oui, contrairement à ce qu'on faisait avant avec les grilles en format Excel, là, on a proposé d'ajouter un petit item, pour tout de suite avoir les pièces justificatives en cas de besoin pour les, structures qui sont concernées par un financement ARS. Donc, les modalités de financement restent les mêmes, que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on, s'adresse uniquement sur, enfin, nos financements concernent FIR concernent uniquement les patients qui ont bénéficié d'un BEP initial ou de suivi approfondi, mais fait en venue externe, donc soit externe, soit ambulatoire, c'est-à-dire que c'est pas pris en compte dans le cas d'une hospitalisation. Hospitalisation de jour ou séjour, voilà, pour pas qu'il y ait de redondance, en fait, entre les financements assurance maladie qui pourraient être versés, d'un côté au titre d'un séjour hospitalier et puis nous avec le FIR. Hem Donc voilà, il y a donc le forfait, patient, sur le BEP initial reste de 300 € et sur le BEP de suivi approfondi de 200 €. Sachant qu'on y ajoute également un forfait coordination par, programme en fait de, 1 000 €.
Voilà, c'est les principaux financements, en tout cas qui sont calculés à partir de l'activité que vous renseignez de l'année d'avant. Et à cela, donc, comme les 2 années précédentes, pour les structures qui sont notamment des structures ambulatoires, il y a des possibilités éventuellement de demande de financement complémentaire, là qui sont étudiées sur dossier et voilà, de façon vraiment justifiée et aussi dans la limite de l'enveloppe financière disponible. Ça, je ne vous dis pas que cette année, pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité, en tout cas sur les financements disponibles. Hem, voilà, donc l'idée, c'est que si vous êtes concerné par des financements ARS en général, donc il faudrait joindre le RIB et les statuts d'association et le bilan comptable, ça, c'est uniquement pour les associations. Ça ne concerne pas les établissements de santé en général. Hem, voilà, en tout cas, si c'est des documents que je vous ai demandés l'année dernière, mettez-les directement dans le formulaire, comme ça, au moins, ça évitera de revenir et de perdre du temps ensuite après au moment de conventionner ou de faire la décision financière. À savoir que oui, cette année, on va alors ça demande encore quelques, petits éclaircissements pour trancher, mais on va avoir quand même un regard un peu plus, comment je dirais? Attentif sur, la qualité des programmes qu'on va financer. C'est-à-dire notamment, on va être plus exigeant en termes de formation, heu, des intervenants du programme. Pour l'instant, on a laissé une certaine latitude avec des programmes où parfois tout le monde n'était pas formé. Là, de plus en plus, on va conditionner quand même les financements FIR-ARS, à ça, parce que c'est quand même une obligation légale, donc à la formation de l'ensemble de l'équipe d'intervenants ou alors, si l'équipe a changé, de savoir que la formation va avoir lieu dans l'année. Mais en tout cas, voilà, que ça fait partie, des objectifs, de la structure et puis également certains critères, de qualité, notamment vérifier un peu le nombre d'ateliers, collectifs ou individuels qui sont réalisés dans le cadre du parcours éducatif. C'est-à-dire que parfois j'ai vu des programmes passer avec un atelier, bon, ça pose question. Ou alors, peut-être qu'on va aussi donner un seuil critique de nombre de personnes qui sont suivis dans le cadre de ce programme d'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que, moi, attribuer un financement, pour, 3 personnes suivies sur une année, ça a pas trop de sens non plus, de notre côté, ça peut poser question aussi sur la qualité du programme s'il est très rarement pratiqué. Alors là-dessus, j'exclus un peu tout ce qui concerne les maladies rares parce qu'effectivement, on est dans une situation un peu différente. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse sur, ce seuil critique, on va dire, de patients pour qu'on soit le plus juste possible, mais c'est juste alerter pour que certains programmes, en fait, bah, voilà, enfin, c'est accepter aussi que l'ARS joue le jeu de d'avoir, de rechercher une certaine qualité dans les programmes qui puissent être dispensés dans la région, sachant qu'il y a des régions, effectivement, où les ARS conditionnent, les financements à 25-30 bénéficiaires, par exemple, minimum, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc voilà, ça fait partie des réflexions qui sont en cours. Ça n'empêche pas pour vous, de toute façon, de déclarer l'activité et de mettre les pièces, administratives, obligatoires pour, toucher les financements. Ça fait partie des critères qu'on va là affiner, de notre côté pour, l'idée c'est pas d'être restrictif, c'est juste d'alerter sur le fait qu'on essaye d'améliorer la qualité au fur et à mesure, des programmes de la région. Madame Quintard, je me permets, sur la dernière partie du dossier qui est la partie 6 observations et commentaires libres. Là, vous avez du champ libre pour pouvoir, ajouter des éléments que vous souhaitez apporter, des interrogations, des commentaires, des remarques, des éléments concernant le programme et vous voyez, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des documents utiles au dossier. Donc là, tout à l'heure, on parlait des attestations de formation. Vous pourriez aussi également les ajouter à cet endroit-là, hein. Voilà, tout ce qui vous paraît utile au programme, vous pouvez l'ajouter là et vous avez plus qu'à le bouton, déposer le dossier. Sachant que vous avez votre brouillon qui est automatiquement enregistré, donc vous pourrez y revenir régulièrement. Quand vous allez re-rentrer dans démarche simplifiée, il va juste vous demander si vous souhaitez revenir sur le brouillon ou si vous souhaitez, créer une nouvelle déclaration. Parce qu'on peut imaginer que vous avez plusieurs programmes à déclarer et donc du coup que vous avez, plusieurs dossiers à faire. Donc le téléchargement du dossier, du formulaire PDF à cet endroit-là, je me posais la question de savoir si je le télécharge comme ça, si, il est, entièrement rempli ou pas?
Et je ne crois pas, en fait, on peut le télécharger que Je vois qu'il y a quelques petites questions, sur les côtés oui, financement. Je peux oui, juste répondre pendant ce temps. oui, oui. Effectivement, il y a la question, est-ce qu'il n'y a pas de case pour exprimer les nouveaux besoins, un logiciel ETP dédié, par exemple? Et puis, les demandes de financement supplémentaires sont le même dossier que le financement au démarrage. Oui, c'est ça. Effectivement, là, on est vraiment dans ce formulaire-là, démarche simplifiée, on est sur le financement de l'activité. Donc, c'est le financement enfin, on n'est pas le financement, la déclaration de l'activité et donc à partir de ça, on calculera aussi le financement, possible ou pas éligible à financement RS. Et à côté de ça, si vous avez des demandes de financement complémentaires, que ce soit aide au démarrage pour un nouveau programme, pour le coup, qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration, ou pour des matériels, systèmes d'information, ou pour toute autre demande de soutien qui serait éligible, dans ce cas, oui, ça reste le dossier de financement qu'on peut trouver sur le site internet de l'ARS sur la rubrique ETP. Et donc, c'est le même dossier que les années d'avant et vous pouvez cocher aide au démarrage ou autre, enfin, en fonction des besoins. Ces dossiers-là, on va dire, ces financements-là sont un peu à part parce que, comme je vous disais, leur attribution va dépendre en fait de l'enveloppe restante, on va dire, une fois que tous les financements d'activité auront eu lieu. C'est un peu comme ça que ça se fait parce qu'on n'a pas trop le choix. Il faut bien qu'on puisse moduler. Je vois que Latifa est en train de chercher. Ah oui, Euh, excusez-moi, je voulais juste, on voit vous le. montrer, vous voyez tout. Bon, bah, très Voilà, bien. Je voulais alors j'ai un peu retravaillé la page ETP qui était très, très, très fournie. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion d'y aller. Maintenant, il n'y a plus que 3 grosses rubriques, hein, comme ça sera l'occasion. Une qui explique plus ce que c'est que l'éducation thérapeutique du patient, donc qui vous concerne un peu moins. Et qui va donner les ressources aussi vers le site Prévaloir. L'autre qui parle des programmes de TP et les ressources professionnels et patients, bon, bah, c'est là aussi. Donc c'est dans le programme de TP où là vous allez trouver toutes les informations plus particulières sur les programmes, sur comment on déclare et sur quelles sont les obligations envers l'ARS sur ces programmes. Et donc les possibilités de financement tout en bas, si tout va bien, vous retrouverez le modèle de document qui est à renvoyer, alors si je ne dis pas de bêtises, avant le 30 septembre de l'année. Parce que enfin, si vous pouvez l'envoyer plus tôt dans l'année, il n'y a pas de souci, je le garderai sous le coude. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va procéder au financement de l'activité des programmes en mai-juin, une fois qu'on a reçu toutes les grilles, qu'on a pu les analyser. On va dire au mois de juin, juillet, pour que les paiements aient vraiment lieu. Et ensuite, en fonction en fait de l'enveloppe disponible restante sur le FIR et sur la partie ETP, je pourrais analyser en fait l'ensemble des demandes et voir comment est-ce qu'on peut attribuer les financements en fonction des demandes et des sous restants. Donc c'est 30 septembre maximum pour pouvoir faire des demandes de financement complémentaires. Merci madame Quintard. Est-ce que vous voulez que j'enlève le partage d'écran, puis on puisse répondre aux questions? Peut-être le garder sous les yeux au cas où s'il y Je a le garde? des D'accord, parce qu'il y OK. avait pas Si mal de ça questions dérange sur pas l'activité. d'accord, ben, on va reprendre, les questions, qui ont été posées, auxquelles on n'a pas répondu et après, Urmela, on te donne la parole. Oui, Alors, oui, on répond juste aux questions qui ont été après, oui, posées, vas-y. puis après on te donne Ça la parole. marche. Pouvons-nous nous connecter avec les codes établissements qui ont servi au dossier de demande d'autorisation d'activité? Je regarde madame Quintard, parce que je ne sais pas du tout. Je Avec code J'ai pas d'établissement, c'est-à-dire l'impression. identifiant et mot de passe, j'imagine? Dans ce cas, oui, si c'est ça, il y a pas de souci. Ça peut être prendre, ces identifiants-là. Je sais pas si c'était la question. C'était Lignot Marc-Antoine, vous me posez la question. Est-ce que c'est par rapport au code pour quand ils ont fait Il va la essayer. déclaration de dossier? Ouais, Peut-être. exactement. Il faut essayer. Donc on veut bien savoir si ça fonctionne ou pas. Normalement, ça Est-ce ça doit marcher. ça doit marcher? Bon.
Est-ce qu'il est possible d'avoir un document qui reprend l'ensemble des questions, demandes afin de préparer? Donc ça, je vous l'ai montré, tout en bas, dans la partie téléchargement, tout en bas du fichier. Vous l'avez et vous pouvez le télécharger. La mise en œuvre correspond au site de réalisation, ça on y a répondu. L'échelon CPTS n'est pas intégrable, nous y avons répondu. Le numéro de portable est obligatoire, non, ce n'est pas obligatoire. Un numéro de fixe, oui. N'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses, hein. Tic tic, il n'y a pas de case pour les pièces jointes. Donc on l'a vu enfin dans la partie 6, vous pouvez rajouter, les pièces jointes que vous souhaitez, les observations que vous souhaitez. Alors le temps de travail de coordonnateur, que pas forcément il anime les ateliers, mais consacre un temps de travail pour le programme. Oui, alors dans le temps de travail, dans le temps investi pour le programme ETP, il y a du temps pour l'animation des ateliers et du temps pour la coordination du programme. Donc c'est l'ensemble de ce temps-là qui vous est demandé. Ouais, exactement, et on sait que c'est un temps, qui est important, bien sûr. Il y a une question de madame Choquet, qui demande: «On peut avoir un patient en hôpital, en HC et en hôpital de jour, en hospitalisation complète et en même temps? On peut avoir un patient en même temps en hôpital, de Et jour et en hospitalisation complète?» j'imagine que la question, c'est peut-être si on fait le BEP, par exemple, en HC, mais qu'apraprès on fait les séances en HDJ ou, Ouais, comment est-ce qu'on oui, oui. comptabilise ça? Ça, c'est vrai que c'est un peu la problématique, globale et c'est les limites de notre système d'information. Le choix, sauf si je dis des bêtises, hein, là, Tifa, n'hésitez pas. Le choix qu'on a fait, là, c'est l'indicateur, c'est le BEP, donc c'est-à-dire comment est-ce que le BEP a été, réalisé. Enfin, je crois que c'était on parlait des BEP à En ce tout cas, moment-là. c'est comme ça que je le Mmh, comprends. ouais. Donc si c'est le BEP était réalisé en hôpital de jour, il faut noter hôpital de jour. Si le BEP a été réalisé en hospitalisation complète, il faut noter hospitalisation complète. Sur un parcours débutant en fin d'année et donc ayant eu que des BEP, est-il possible de déclarer 0 dans la case nombre de BEP finaux réalisés dans l'année? Ben oui. De toute façon, c'est le réel et on se doute bien qu'il y a des programmes qui débutent au mois de décembre, hein. Oui. Tac. Où indiquer les séances de musicothérapie ou de sophrologie? Alors, ah oui, parce que là, vous vous posez la question par rapport à l'activité physique, dont on parlait. Heu, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, madame Quintard, mais il me semble que, pour moi, si ce ne sont pas des séances d'ETP, éducatives, je verrais ça plutôt avec les séances d'activité physique. Mais je sais pas, je soumets la question à madame Quintard, qui va réceptionner les résultats. Oui, je comprends la question. C'est vrai qu'on n'a pas pris ça en compte quand on a parlé de l'APA. Mmh, je je crois faut réfléchir. À la limite, on peut éventuellement faire un champ supplémentaire qui permet aussi de valoriser ce type de séance. Après l'APA, dire est-ce qu'il y a d'autres types de séances, de sophro et cetera qui puissent, enfin qui seraient, valorisées, mais qui font pas partie en tant que telles des séances éducatives. Je sais pas, c'est une proposition. Il faut Mmh, bien qu'on s'adapte. c'est sûr. Les séances réalisées en externe correspondent aux séances réalisées hors hospitalisation, oui. Oui, si le patient vient dans la structure uniquement pour participer à la séance. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors nombre de participation d'un aidant, est-ce que c'est le nombre d'aidants ou le nombre de séances? C'est pas le nombre d'aidants, c'est le nombre de séances, c'est le nombre de participations d'un aidant. Donc, si on a, 10 aidants qui ont participé 20 fois, beh, c'est le nombre de participations des aidants. En tout cas, c'est comme ça que je comprends, je sais pas, Alors j'ai repris le je sais glossaire, plus. j'ai Ouais. repris le Ah, glossaire et oui, donc il y a écrit: je l'avais «Nombre sous les yeux total en de plus. présence d'aidants sur les séances individuelles dans l'année».
Je ne sais pas trop comment le comprendre non plus. On est collé. Alors, Faudra peut-être préciser ça nombre dans le post. total de présence des dents. Nombre total de présence des dents. Donc, pour moi, oui, nombre total de présence des dents. C'est combien de fois les aidants ont-ils été présents? Donc, pour moi, c'est le nombre de participations des aidants aux séances. Ça vous paraît clair, Madame Quintard? Si vous n'avez pas vos micros, je ne peux pas vous poser la question, mais Heu, Moi, ça ne l'est pas très clair, non, ouais. j'avoue qu'effectivement, ça demande à être précisé. Je propose qu'on en réfléchisse et qu'on Qu'on fasse un on retour reprécise dans le et glossaire de façon sans doute claire. peut-être que ça serait bien de le modifier, en fait. Peut-être trouver, enfin discuter avec vous de savoir, qu'est-ce qui serait simple pour vous, en fait, à calculer autour de la participation des aidants, puis qu'on le soumette, à l'ARS pour savoir, si c'est faisable. OK, alors on passe à la question de Boutaïna. Terminer le parcours, ça veut aussi les patientes qui ont fait le BEP initial et final? Parce que parfois il y a des changements, nombre des ateliers oui, effectivement. Terminer le parcours oui, effectivement, en fait, les patients vont changer parfois, ils vont, au cours du parcours, forcément, intégrer de nouveaux ateliers ou au contraire, en enlever. Mais en tout cas, c'est de se dire quand est-ce que le parcours est terminé pour cette patiente, s'il y a eu le BEP final et qu'il n'y a pas eu la décision de repartir sur un autre programme. Le dossier de synthèse envoyé à la patiente à l'espace santé aussi. Oui, 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 ça peut être intéressant de le dire. En tout cas, là, ce qui est comptabilisé, c'était au médecin traitant, mais c'est aussi intéressant. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Là, je demande à Ronan Urmela. Bah, du coup, Urmela, je te laisse la parole parce que tu voulais poser une question, j'imagine. Oui, du coup, je me présente rapidement. Je suis Urmela Day, donc coordinatrice départementale de l'ETV pour l'Indre. Et moi, je voulais juste avoir une précision par rapport à la formation coordination. Parce que là, on n'a pas de case à cocher pour ceux qui n'avaient pas de formation coordination. Mais tu sais, avant, on l'a accepté s'ils avaient une expérience de plus de 2 ans. Sauf que là, j'avais pas vu de case par rapport à ça. Et donc, est-ce que, ils devront se former dès cette année par rapport à la formation? Alors, si on repart sur la partie coordination. Donc on imagine que le coordonnateur n'a pas la formation requise pour coordonner le programme. Oui, Et du coup, sinon, est-ce qu'il a une formation qui est prévue en 2025? Non, imaginons. Là, on va pouvoir préciser des éléments. d'accord, c'est là que il Donc faudra passer. voilà, ouais, l'ensemble des éléments, qui pourraient expliquer la situation dans laquelle est le coordonnateur seront à préciser à cet endroit-là. D'accord. Et je voulais aussi avoir une précision par rapport aux transmissions des synthèses aux médecins traitants, parce que dans notre département, il y a pas mal de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce que du coup, les transmissions aux spécialistes est valorisée ou pas? Ou est-ce qu'il y a une case où on peut mentionner ça, par exemple? Parce que parfois, les patients sont Ah, suivis par des spécialistes et pas forcément le médecin traitant. je suis en train de me remettre au je dois pas être au bon endroit. Oui, c'est Ça encore en doit être un dessous, petit peu c'est en dessous? il me semble, hein. Voilà, Oui, c'est là. communication. Mmh. Hem, Parce que là, on valorise que, les transmissions aux médecins traitants. Après, médecin traitant ne veut pas forcément dire, que le médecin généraliste, hein. Ça peut être le médecin qui fait le suivi, du patient. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, Solène? Oui, oui, bah, oui, vu qu'il y a pas de médecin traitant pour tout le monde, en effet, on peut peut-être modifier l'item pour que ce soit un peu Ouais. plus En tout cas, je pense que ce qui est important là, c'est de se dire: «Est-ce qu'il y a de la communication du auprès en fait, de l'équipe?»
soignante du patient. Et quand Ouais. elle est prévue initialement dans le programme. Il est prévu, suite au BEP ou suite au BEP final, d'envoyer un courrier à l'équipe. Donc quand il y a le médecin traitant, quand il y a pas, c'est un autre professionnel, peu Mmh. importe, du moins est-ce qu'il y a de la communication avec l'ensemble de l'équipe? Voilà, j'avais ces 2 précisions. Merci Romel, Merci. merci. On va donner la parole à Julie, je ne sais pas si tu peux parler? Non, tu ne peux pas. Alors attendez, je ne sais pas si je peux te remettre ton micro? Je vais essayer. Oui, c'est possible. Ah, je sais. Julie? Hop là. Autoriser le micro. Ah, je crois que je ne peux pas. Il va falloir que tu écrives. Je voulais juste, le temps que je descende en bas, des questions. J'ai vu qu'il y avait une question sur, de Bouteyna sur le travail de l'équipe se résume seulement à des chiffres. Comment vous pouvez juger de la qualité de travail? Parole, Solène? Non, je peux essayer Non, non, de effectivement, c'est une bonne question, hein. Ça, on est d'accord, c'est vraiment une petite fenêtre, hein, de l'aperçu de ce que c'est que le TP. C'est avant tout une déclaration, enfin, c'est parce que il y a une obligation annuelle, de faire ce compte rendu d'activité. Ces chiffres, nous, ils vont quand même permettre à grande échelle de faire une analyse régionale parce qu'il y a, je recalcule tout à l'heure, 175 programmes à peu près en ce moment, déclarés. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'entrer dans le détail, en tout cas avec un point de vue régional, de tout connaître et tout maîtriser. Par contre, avec certains chiffres, on peut montrer des évolutions, on peut montrer les améliorations. Voilà, on peut aussi faire passer des messages au niveau stratégie et financement. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, en termes de qualité du programme et savoir ce qui est réellement fait sur les territoires, là, on va s'appuyer, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, on va beaucoup s'appuyer sur le pôle et notamment les coordinations départementales, et puis moi, mes collègues en délégation départementale qui ont toute cette vision en fait plus du territoire, d'être capable de voir ce qui est fait et de quelle manière c'est fait. Après, on a aussi l'évaluation quadriennale, donc qui est faite au bout de 4 ans, qui elle va donner pas mal d'indicateurs plutôt qualitatifs, plutôt que tous ces chiffres justement. Vous voulez peut-être compléter au niveau du pôle? Non, c'est exactement ça. C'est vrai que, pouvoir, réfléchir à la qualité sur quelques indicateurs, c'est pas si simple, mais c'est vrai que les évaluations quadriennales et le travail qu'on souhaite mener, avec le pôle va nous accompagner. Après, on n'a pas, heu, depuis qu'on travaille sur les déclarations de programme, on a vraiment toujours des équipes qui sont soucieuses, d'améliorer la qualité de leur programme. On a des équipes qui sont investies, donc j'ai pas d'inquiétude, de doute, c'est simplement comment nous, on va pouvoir mieux vous accompagner pour que, vous puissiez, améliorer vos programmes, de manière continue, quoi. Donc heu, donc voilà pour cette question. Heu, alors on me demande où trouve-t-on les liens pour les différentes démarches simplifiées, que ce soit évaluation annuelle, création de programme ou bien faut-il garder les liens reçus par mail? Alors vous les trouvez dans le mail et vous les trouvez aussi sur le site maintenant de l'ARS dans la rubrique, qu'on a vue, auparavant sur, les programmes de TP. Normalement, vous avez le lien pour déclarer un nouveau programme, le lien pour, modifier, faire une modification de programme, coordinateur, Oui, et cetera. vous avez Heu ça. Je sais pas et si vous avez encore le partage, mais du coup, vous voyez sur non, on n'a le plus de l'écran. partage. Ah, Et vous avez ce plus de partage. lien-là du nouveau formulaire, en effet, il n'est pas sur le site parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre, mais je vais l'intégrer très rapidement pour qu'effectivement vous puissiez, le retrouver, facilement. Donc là, vous l'avez, vous voyez sur le site de l'ARS, vous avez accédé au formulaire de modification d'un programme, donc les étapes de la procédure, et puis, les accès et touc touc touc.
Donc, il y a le formulaire pour modifier Au-dessus, et pas le formulaire pour déclarer ici. la Là, procédure les de procédures de déclaration déclaration. ensuite. Oui, Voilà, c'est voilà, là. accéder au formulaire de déclaration. Voilà, et puis le tutoriel d'accompagnement en ligne. Du coup, le formulaire pour modifier et il manque le formulaire pour remplir la grille d'activité, c'est ça? Oui, c'est vrai que là, On maintenant, je peux pourrait, l'ajouter. voilà, qui pourrait être ajouté, qui serait intéressant parce que des fois on cherche dans les mails, on ne trouve pas et on est en difficulté. Ok, très bien. Je vais essayer de m'y retrouver dans vos questions. Excusez-moi, c'est pas si simple. Oh, et puis il est 13h11. Excusez-moi, j'ai dépassé un petit peu. J'essaye de répondre aux dernières questions. Donc, alors si le BEP initial se fait en décembre mais que le programme se finit en mai, on compte comment? Alors, l'activité de 2024, on la compte en 2024. L'activité de 2025, on la compte en 2025. C'est-à-dire que ça va se reproduire d'une année sur l'autre. De toute façon, vous aurez des BEP qui ont été faits en décembre 2023 qui ont le programme s'est passé en 2024. Donc, ça se reproduit. On imagine que ça crée un équilibre dans à peu près, hein, voilà, quelque chose près dans les chiffres. Donc, du coup, vous comptabilisez l'activité de 2024 pour 2024, peu importe que le BEP soit fait en fin d'année ou en début d'année, et l'activité de 2025 en 2025. Alors, ça paraît... Oui, alors il y a des questions sur l'évaluation des aidants qui paraît difficilement faisable, en fait. Hein. On disait, c'est assez compliqué à calculer, et donc il y a des questionnements autour de ça. Je ne sais plus si c'est un item obligatoire ou pas. Je ne sais plus. Et oui, en plus, c'est un item obligatoire. Donc, Après, on peut faire le choix de ça va être... l'enlever si jamais on voit que c'est trop confusant. Bon. Peut-être que c'est ce qu'on est en train On va de peut-être faire mettre ça en dans un évidence. premier temps. Ah, oui, Voilà, ça me c'est ça. paraît. Alors, serait-il possible de disposer d'une liste de professionnels libéraux formés à l'ETP? Ça, c'est un autre sujet auquel il faudra essayer de répondre. Quelle est la date limite de déclaration? De déclaration ou de grille d'activité? Là, je ne sais pas quelle est la question, en fait. Déclaration de J'imagine qu'on est sur programme la ou la grille grille d'activité? Oui, je d'activité. pense aussi. Bonne question. Je vous ai mis quoi dans le mail? Le 23 mars, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je crois avoir vu le 23 mars. Je suis sur la question d'après qui était y a-t-il un moyen de le télécharger rempli? Alors, quand il est en mode brouillon, je ne pense pas. Par contre, une fois qu'il est déposé, ce que je n'ai pas testé, à mon avis, c'est possible. Mais alors là, je me retourne vers Madame Quintard pour Oui, savoir quand si elle il a les est éléments de alors, réponse. quand il est déposé, c'est sûr, vous pouvez le télécharger. Par contre, en mode brouillon, là, je ne sais pas. Faut que je teste aussi. Je sais pas. Mais après, c'est quelque chose qui est enregistré automatiquement, donc vous pouvez y revenir, le faire en plusieurs fois. C'est quand même ça D'accord. l'avantage. Oui, oui, oui. Puis après, on peut toujours faire des imprimes écran si c'est nécessaire. Il y a une question qui dit que sur un atelier de groupe, cela veut dire que les 2 intervenants doivent être formés aux 40 heures ou comme avant, il en faut au moins un. Donc en fait, tous les intervenants du programme doivent être formés aux 40 heures ETP. Quand l'intervenant est ponctuel, que c'est une intervention ponctuelle, il faut que l'intervenant ponctuel qui n'est pas formé à l'ETP intervienne en binôme avec un intervenant lui-même formé à l'ETP. Voilà un petit peu les règles par rapport à ça. Pour l'évaluation quadriennale, est-ce qu'il y a un lien envoyé automatiquement au coordonnateur? Non, pour l'instant, ça ne se fait pas. On travaille avec la coordination régionale,
avec Chloé Maréchal, notamment pour essayer un peu déjà d'automatiser ou de repérer les programmes qui seraient un petit peu en retard, on va dire, dans leur évaluation quadriennale. Mais j'avoue qu'à ce stade, on en est un peu loin. Alors après, sur l'évaluation quadriennale, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de formulaire type de ce style-là qui a été mis en place. Après, ça peut être une option envisagée, pourquoi pas, à réfléchir ensemble. Mais à ce stade, c'est plutôt coordinateur de penser que ça va être l'année de l'évaluation quadriennale. Nous, de notre côté, on va quand même essayer de relancer cette année tous les programmes qui devraient faire leur évaluation quadriennale, histoire qu'on arrive à avoir une exhaustivité. Une question sur nous faisons relire par nos directeurs comment faire, tous les ajouter. Oui, vous avez la possibilité de les ajouter tous à cet endroit-là, exactement. Et effectivement, on ne va pas pouvoir forcément le télécharger rempli. Voir le... Ouais, ça va être compliqué ça. Donc c'était la dernière question. Je ne vois pas d'autres questions. Dites-moi si j'en ai oublié. Il y a les questions dans questions-réponses, la rubrique. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Je n'y avais pas été. Sylvie nous dit qu'il est difficile d'envoyer un bilan comptable définitif avant la validation de l'AG. AG qui se tient après la date de dépôt d'écrit, bon, bien évidemment. Oui, dans ces cas-là, soit vous envoyez le dernier à jour, donc de l'année d'avant. Si ça, c'est pour les associations ou les structures éligibles pour ces documents-là, en tout cas. Donc, soit vous envoyez, dans tous les cas, peut-être le bilan comptable que vous avez le dernier en date, même si ça date de l'année d'avant, ça me permet moi au moins d'avoir la pièce comptable en fond, et vous renverrez la pièce réactualisée une fois que vous l'aurez. Et bonjour, nous rencontrons des difficultés avec les psychologues qui ne souhaitent pas se former à l'ETP. Comment les amener? Comment faire? Grande question. Grande question. Il y a peut-être des travaux à faire au sein du pôle pour comment travailler sur ce point-là. Là, je n'ai pas forcément d'éléments de réponse, mais c'est sans doute un sujet sur lequel il faudrait travailler. Bonjour, ces champs seront-ils pré-remplis les autres années? Tiens, question à Madame Quintard. Alors là, je vais me renseigner auprès de l'outil au niveau national, mais je ne garantis rien. Parce que même dans la déclaration, quand on fait une modification de programme, on n'a pas les champs pré-remplis. Donc, je doute, pour être honnête, sur le fait que ce soit possible. Mais ça fait partie des améliorations à l'outil. Donc, je vais voir si c'est possible. Sinon, j'avais précisé dans cette question-là qu'on pouvait dupliquer. Parce qu'on a pu faire ça pour la déclaration, par exemple, d'un programme, on a pu dupliquer et après modifier les autres items. Ouais. Oui, c'est intéressant ça. Si on est sûr que la grille ne bouge pas l'année prochaine, ah oui, pourquoi pas? Ah oui, et après, sur une année, dupliquer parce qu'on a plusieurs programmes, ça, effectivement, ça peut le faire. Pas remplir tout ce qui est administratif. Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être intéressant, oui. Mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit pré-rempli, c'est sûr. Ouais. Non, mais changer que les items, qui soient nécessaires. Et du coup, j'ai une question de Julie-Catherine qui me pose la question des séances COFRO et des séances APA. Les séances APA ne sont plus comptées. Ça veut dire qu'il faut les redéclarer. Alors en fait, c'est pas que les séances APA, là ce qu'on propose, c'est pas que les séances APA ne soient plus comptabilisées, c'est qu'elles soient comptabilisées séparément en fait. C'est pas du tout que les séances APA ne sont pas considérées comme faisant partie du programme ETP parce qu'on les considère dans l'activité du programme ETP. C'est juste qu'on veut les comptabiliser séparément pour quand on fait l'analyse des données, qu'on ne mette pas, pour vous donner un exemple, certains SMR qui vont déclarer 3000 séances
éducatives et d'autres structures qui vont en déclarer 10, sur le même niveau, on va pouvoir comparer des choses assez, on va dire, faciles à comparer et à analyser. Hein. C'est pas C'est qu'elles sont ça, c'est que ça vient fermées. fausser nos calculs, Ouais, en fait, nos moyennes, ouais, entre les voilà. programmes qui proposent ce type de séance, on va dire continue, et d'autres non. Ouais, voilà. Voilà pour ça. Mais j'espère qu'on a été clair. Je vous remercie pour votre participation. Le replay sera disponible et vous pourrez y avoir accès dans les jours qui arrivent, on l'espère. Merci à vous. Merci Madame Quintard, merci au coordonnateur ETP. Merci à tous, merci beaucoup, et n'hésitez pas en Excellente tout cas journée. pour toute question à tous nous contacter. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.